DJ They Tonky. say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Bonjour Isabelle, merci de nous rejoindre pour le tout nouveau numéro de All in Connection. Bonjour Sandra. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Je sais que tu as des origines espagnoles. Je pense que ça a déjà influencé un petit peu sur ta manière de danser, sur peut-être ta curiosité par rapport à la danse. Effectivement, mes origines espagnoles ont joué. Mais on va dire que déjà, au niveau de la danse, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait quand j'étais jeune. D'accord. Plutôt assez garçon manqué. Ça ne se voit pas du tout. Disons que j'étais beaucoup plus intéressée par les sports de combat, les sports de ballon quand j'étais jeune. Et en fait, dans un moment, j'ai découvert la danse à l'école. Jusqu'à 10 ans, je ne voulais pas en entendre parler. Et vers l'âge de, c'est ça, 10-12 ans, j'ai pu essayer des cours à l'école entre midi et 2. Donc c'était un vrai hasard, hein. En fait, à la base, c'était pour être manger à la cantine, parce que normalement, je ne mangeais pas à la cantine avec des amis. Et au final, donc j'ai essayé ces cours, j'ai eu un coup de cœur et j'ai voulu faire de la danse. Comme mes parents sont espagnols, ils m'ont proposé d'essayer le flamenco. Et donc j'ai accepté, j'ai essayé cette danse-là. J'ai beaucoup aimé. Même si à cette époque-là, pour moi, c'était quelque chose encore qui était vraiment trop profond. Et je pense que dans le flamenco, pour vraiment l'apprécier, il y a aussi une certaine maturité à avoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entendais et que j'ai pu le comprendre par la suite avec le recul. Donc, j'aimais beaucoup, mais il me manquait quelque chose. Et donc, bon, le temps passant, ma maman me propose d'intégrer un groupe de salsa dans laquelle elle dansait en solo un groupe de musique. Et pour que moi, j'y aille chanter. J'aimais bien chanter, mais bon, j'ai aucun talent pour ça. Mais disons, c'est quelque chose... Tu n'avais jamais pris de cours de chant avant? Alors, non, avant, non. Maintenant, j'en prends, mais avant, non. Par contre, j'aimais beaucoup ça. Et comme on écoutait à la maison vraiment énormément de musique latine, flamenco et salsa, en fait, j'ai fait partie de ce groupe-là, un petit groupe amateur, avec lequel on a fait quelques spectacles, etc. Et de là, en fait, ma mère, en parallèle, s'est mise aux danses de couple. Et donc, m'a aussi proposé de m'entraîner dans ces soirées qui étaient fabuleuses dans sa manière d'en parler. Et, et donc, à partir de là, donc là, c'était dans mes 15 ans, j'ai un jour accepté, après insistance de ma maman. Forte insistance, sûrement, comme toutes les mamans. Oui, tout à fait. Et là, ça a été le coup de cœur. J'ai eu un véritable coup de cœur pour pas seulement la danse, mais tout l'univers qu'il comporte. Évidemment la danse, parce que c'est sur des musiques qui me parlent énormément, qui aussi font appel au lâcher prise du corps, au fait de faire sortir un petit peu plus l'animal qui est en nous. Le côté improvisation qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire que le simple fait d'aller en soirée et de se dire tu n'as rien à prévoir, tu as juste à t'amuser, à danser, à lâcher prise, c'est génial. Et évidemment le lien avec les gens. Et je crois que c'est d'ailleurs aujourd'hui encore avec le recul, je me dis mais c'est ça qui m'a le plus accroché, parce que le simple principe d'aller en soirée, tu ne connais personne et tu peux danser avec une personne, tu es dans l'acceptation totale de l'autre et tu vas former à ce moment-là quelque chose avec lui, tu vas essayer de construire une histoire à travers une autre.
c'est juste génial. Et à partir de là, j'ai pas arrêté de sortir danser. Et à partir de là aussi, je me suis beaucoup plus passionnée de la danse en général. Et j'ai commencé à expérimenter d'autres types de danse, comme le hip-hop, j'ai fait du Oui, j'ai contemporain. vu que tu as fait la danse classique aussi, la danse orientale, du raga, du Oui, jazz. j'ai vraiment testé pas mal de danses. Après, chacune dans une, comment dire, dans une fréquence différente. Il y en a certaines que j'ai fait pendant des années, d'autres que j'ai fait que j'ai alterné. Voilà. Par rapport à toutes les danses que tu as pu expérimenter, donc après, actuellement, tu es plus bachata, salsa. Tu as aussi des shows où tu mêles du contemporain, du hip-hop, Oui. etc. Est-ce que tu as dû faire un choix ou est-ce que c'en est certaines qui te touchent plus que d'autres? Alors, on va dire qu'au départ, bon, comme je l'ai dit, j'ai eu ce coup de cœur pour la salsa. À la base, il y a quelques années, maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années, il y avait surtout la salsa qui était mise en valeur au niveau des danses latines, enfin dans les soirées du moins de ce type. Et c'est vrai que c'était notamment cette danse qui me parlait. Ensuite, il y a eu cet essor de la bachata. Elle existait évidemment déjà, mais il y avait moins des soirées dédiées et des cours dédiés à cette discipline. Et quand je l'ai découvert, ça m'a aussi énormément parlé. Et c'est, on va dire, je trouve dans la salsa et la bachata des choses très complémentaires et très différentes tout en étant dans l'univers latino. Cela dit, même par rapport aux autres danses, etc., je n'ai pas de préférence. Ça va dépendre vraiment de mes phases. Il y a des fois, oui, je n'ai pas envie de complètement écouter ou danser que de la salsa ou que de la bachata. Ou parfois, vraiment, les danses solo. D'ailleurs, bon, c'est différent, il n'y a pas de soirée vraiment de danse solo. Mais par exemple, moi, je vais faire des entraînements sur ça ou je vais prendre davantage de cours sur ces danses-là. Voilà. En fait, on va dire que c'est représentatif un peu de ma vie aussi. C'est par phase. Fait, au final, j'aime tout ça. Je trouve un équilibre à travers ces différentes dynamiques, sensations. Et après, j'ai des phases qui les mettent un peu plus en valeur. Et pour finir sur cette question, au final, après, mon métier, parce que c'est devenu mon métier, m'a dirigée plus dans certaines choses, c'est-à-dire que finalement, les gens qui ne me connaissent pas vont plutôt me catégoriser et, par rapport, par exemple, à la bachata ou la salsa, parce que j'ai fait plus de choses dans ces disciplines-là, mais aussi parce que j'ai eu plus d'opportunités à certains moments. Il y a eu certains tremplins qui ont fait aussi que ces danses m'ont mis plus en valeur. Et de ce fait, j'ai une image un peu plus prononcée sur ça. Et évidemment, j'ai décidé aussi de donner des cours dans ces disciplines. Tu viens de le dire justement, et ça c'est intéressant. Maintenant, c'est ta seule source de revenus, Oui, tout à la fait. Ouais. danse. C'est mon métier. Ouais. Donc ça doit être compliqué pour toi en ce moment avec le Covid, l'impossibilité justement de pouvoir exercer comme tu voudrais. Parce que faut le savoir, les artistes, il y a les cours, mais toi notamment, il y a les festivals qui rapportent des cachets, il y a les shows que tu pourrais faire, les compétitions, etc. Et pour l'instant, c'est quasiment au point mort. Tout à fait. C'est sûr que c'est une période particulière, comme tu le dis, financièrement et aussi dans une idée d'élan, hein, parce que quand on vit que d'une passion artistique, on est aussi, enfin on travaille, en tout cas je vais parler pour moi, je travaille pas mal seule, mais aussi je me suis créé un équilibre, un planning à travers mes séances de sport, plein de choses en fait qui font que petit à petit, je produis un travail et c'est vrai que là, on casse complètement une dynamique. Cela dit, je me place quand même parmi les chanceuses, dans le sens où je suis auto-entrepreneur et j'ai quand même une aide de l'État. D'accord. Qui n'est certes pas équivalente à ce que je gagne habituellement, mais qui est quand même une très grande aide qui me permet déjà de vivre, et ça c'est super. Malgré tout ça, j'ai trouvé quand même pas mal de positifs parce que c'est aussi un moment qui est plus favorable à l'introspection, qui aussi d'un point de vue artistique
va peut-être pousser à chercher dans des ressources chez nous. Moi, c'est vrai que je suis passionnée de plein de choses, de la danse, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'autres disciplines, notamment artistiques. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup écrire, dessiner. Et en fait, c'est un temps du coup que j'ai pris aussi pour ça, comme pour me ressourcer et me retrouver dans quelque chose de finalement plus ample que la danse. Voilà. Donc, tu as réussi à retrouver, enfin, pas à retrouver, mais à garder cette énergie et pas. Parce que je sais que là, parmi les DJ, parmi des danseurs, il y en a qui ont dit allez, stop, c'est bon, de toute façon, on ne peut plus en vivre. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà certains changements de carrière. Toi, au contraire, ça a permis de pouvoir profiter de te Tout à fait. repositionner dans ce que tu veux, etc. Oui, alors j'ai vécu en fait le premier confinement et le deuxième, et même dans le deuxième, il y a eu plusieurs phases très différemment. En fait, j'ai eu plein de phases différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, pour moi, de toute manière, Covid ou pas Covid, dès lors que j'ai fait le choix en fait de me mettre à 100% dans la danse, ça a été parce que j'ai décidé de suivre mon cœur, et ça en prenant dès le départ le risque en fait que peut-être ça ne marcherait pas, que peut-être ça allait être difficile au niveau financier. La seule chose que je savais, c'est que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter, parce que pour moi, par rapport à tout ce que je vivais, c'était une évidence qu'il fallait que je vive ça, que je mette ça dans ma vie, et que ce soit j'avais envie d'en faire mon métier. Par la suite, j'ai eu de la chance, et bon, j'ai beaucoup travaillé pour quand même, Oui. de me faire une place et de pouvoir réellement en vivre, et de me sentir à l'aise dans mon métier sur un ensemble d'éléments. Et donc aujourd'hui, bon, il y a cette situation, ça ne me remet pas en cause ce que je peux ressentir par rapport à la danse, enfin par rapport à ma vie professionnelle. Ce qui a changé pour moi, c'est plus peut-être mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai certains objectifs dans la danse et aussi dans la vie, évidemment. Et c'est sûr que là, le fait que c'est une dynamique, qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être faites, qu'il y ait aussi ce moment d'introspection. Je n'ai pas eu besoin de ce moment pour m'arriver. Mais on va dire que ce moment qui est quand même, c'est pas tout le temps que tu as autant de temps. Attends, ça fait des mois qu'on a une activité qui est quand même décelée, qui est au ralenti. Donc, c'est beaucoup plus de temps pour vraiment se connaître mieux et voir comment on évolue, parce que il y a des phases d'introspection, et là, c'est vrai que je me rends compte que il y a certains chemins qui se dessinent qui n'étaient pas avant. Et par rapport à ça, je pense que oui, il y aura probablement des changements sur certains objectifs personnels, mais en tout cas, oui, mon plaisir et mon amour pour la danse reste intact. Et j'ai envie de dire, et le plaisir aussi, et ça va l'avoir accentué, le plaisir de retrouver les élèves pour donner des cours, ça s'est vraiment intensifié. Tu as quand même suivi des études classiques et après, enfin, des études comme le lycée, etc., pour après faire des études particulières, ou comment est-ce que tu t'es construite dans ce métier-là? Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé donc à l'âge de 15 ans à faire de la salsa. Donc je sortais énormément, j'avais commencé à prendre des cours à droite à gauche, et je m'étais fait remarquer par un professeur sur Marseille, qui était à l'époque l'un des pionniers de la salsa sur Marseille, qui s'appelait Mohamed. Il m'a proposé d'être son assistante. Donc j'ai pu l'assister pendant un peu plus de 2 ans en cours. Ensuite, j'ai pu travailler aussi, dans cette même tranche d'âge, ça devait être entre 15 et 18-19 ans, avec Joanne Rosmad, qui est de Montpellier, qui lui aussi était un professeur qui, enfin, ça faisait peut-être 10 ans qu'il faisait ça, hein, et enfin peut-être entre 5 et 10 ans, je ne veux pas dire de bêtises, qui m'a proposé de m'entraîner avec lui. Lui, c'était plus pour une partie artistique et pour faire des shows, et d'ailleurs, on avait commencé à faire des festivals ensemble. Bon, il était clairement plus expérimenté, et ces deux personnes-là m'ont énormément apporté, d'une manière prise de conscience pédagogique, et Joanne sur ce côté plus chaud. Et du coup, tu n'allais plus à l'école déjà à ce moment-là? Oui, j'allais à l'école. D'accord. En fait, j'allais à l'école, j'étais au lycée, comme tout le monde. D'ailleurs,
Et ça a été très difficile de faire un choix par rapport à la danse parce que je suis quelqu'un qui adore l'école. J'étais assez bonne élève et je me voyais faire des études. Et en fait, donc j'avais fait un bac littéraire parce que je voulais me mettre dans la langue en espagnol parce que j'étais bilingue et que j'aimais beaucoup l'univers. Et au final, j'ai pas voulu faire ça. Je me suis orientée vers du scientifique. Et ensuite est venu le dilemme avec la danse. Donc à ce moment-là, j'étais à l'école en parallèle, donc j'arrivais, ça va, assez bien à gérer les deux. En même temps, tu es un peu, en fait, il te faut, tu es un peu hyperactive. Ça, on en parlera plus tard par rapport à toutes les activités que tu fais en même temps. Tu avais déjà beaucoup d'énergie à ce moment-là, non? Oui, je pense avoir un profil assez dynamique. C'est ça, c'est le terme. Et c'est vrai que dès très jeune, j'ai toujours fait des activités extrascolaires. Et bon, à ce moment-là, j'ai aussi eu la chance, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, d'avoir des parents qui me le permettent, qui aient confiance et qui aussi m'accompagnent. Parce qu'évidemment, à cet âge-là, moi, je n'y allais pas toute seule, on m'accompagnait, etc. Donc, ça a été aussi cette aide qui m'a permis tout ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai arrivé assez bien à faire à la fois l'école et ma passion à côté, enfin ce qui devenait ma passion. Donc après ces deux expériences avec Mo et Joanne, j'ai continué moi-même à m'entraîner. Je me suis énormément entraînée seule. Et je m'apercevais dans les études que j'entreprenais que même si ça me plaisait, parce que j'avais commencé à faire des études en diététique. D'accord. En fait, je ne cessais de penser à la danse. J'ai vraiment décidé de me lancer à fond en me disant c'est une évidence et je vais rester frustrée en fait. Et après, j'aurai tout le temps une excuse pour repousser ça par rapport à ce que je ressens, par rapport aux ambitions que j'ai dans ça, les envies, ce besoin de créativité aussi. Il y avait plein de choses en fait qui faisaient que ce métier me correspondait, m'attirait à ce moment-là de ma vie. Et je pensais à ce moment-là pour longtemps. Et bon, et pour l'instant, c'est encore le cas. On va croiser les doigts, il n'y a pas de raison. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ce choix, la vie m'a amené beaucoup de choses à moi. Alors, je me suis lancée du coup à 100% dans la danse à l'âge de 20 ans. À partir de là, j'ai fait de suite de la compétition. J'ai rencontré Roméo qui m'a proposé en fait de pouvoir de faire une compétition avec lui. Comme je l'avais dit, j'ai eu ma première compétition, on a été deuxième. Et par la suite, j'ai continué jusqu'à ce qu'avec mon partenaire, on ait en 2016 un titre de champion de France au Bachata Open. Ensuite, j'ai fait 2 années de formation en contemporain, jazz et classique. Il y avait aussi un peu de hip-hop. Et à l'issue de cette formation, qu'à la base je faisais pour mon plaisir et pour m'enrichir, j'ai quand même passé un examen d'aptitude technique qui s'appelle l'EAT, qui est une certification de l'État. Comme quoi, au niveau technique, je suis conforme à leurs attentes. Donc, j'ai passé l'EAT en jazz. Ensuite, en parallèle, pendant ces années d'exercice, j'ai quand même fait pas mal d'événements, organisé pas mal d'événements, et notamment avec Rock Caliente, où on a pu faire des événements au Pasino pendant l'été qui avaient très bien fonctionné, avec une super ambiance, des soirées SBK tous les mois. On a fait des régulières. Bon, Rock Caliente faisait déjà des soirées régulières tous les mois, et la SBK, c'était moi qui l'animais. Et d'ailleurs, j'ai pu, grâce à Rock Caliente, organiser 3 éditions de festival en salsa et bachata qu'on a appelé Explosion Latina. Donc, c'était chouette parce que, clairement, ils m'ont accompagnée pour pouvoir l'organiser.
et sans quoi je ne me serais sûrement pas lancée dans l'élaboration d'un festival. J'ai donné des cours, évidemment, depuis les 8 ans, j'ai donné des cours dans la région, depuis ces 8 dernières années. Et oui, avec Roméo, avec qui d'ailleurs on a eu ces titres en bachata, on a pu pas mal voyager. Et on a eu la chance, c'était un rêve en fait, vraiment, de pouvoir m'imaginer donner des cours et faire des spectacles à l'étranger. Donc on a fait ça pendant plus de 2 ans, avec vraiment des moments où on partait très 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 régulièrement. Et donc ça a été hyper enrichissant, un côté très magique, même si au final moi ça ne me convenait pas. D'ailleurs à mon partenaire aussi pour d'autres raisons, mais parce que c'était un rythme, en fait, un mode de vie qui ne me correspondait absolument pas. En tout cas, de la manière dont on l'a vécu à ce moment-là de notre vie. Depuis 1 an, j'essaie de créer davantage de contenu artistique, de danse, de vidéos pour les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas très, très réseaux sociaux, mais j'essaye vraiment d'avancer dedans. Dans le métier artistique, c'est hyper important, c'est une sorte de vitrine. Et c'est génial d'avoir la possibilité de se promouvoir en quelque sorte, que les gens voient ce que tu fais grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, ça me demande de l'effort, du travail, de faire ça. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai axé plus dans ça. Et pour me laisser aussi plus libre de créer un peu le contenu que je veux, etc. La dernière chose, le dernier point fort, on va dire, que j'ai fait, c'est de lancer des cours en ligne. Là, pour le 2e confinement, alors c'est des cours destinés aux filles et c'est des vidéos préenregistrées. Elles achètent des packs et après, elles ont la liberté de regarder les cours techniques. Il y a aussi des cours chorégraphiques chez elles. Donc voilà, c'était mon dernier projet que j'ai aimé faire. Tu es organisatrice de festivals, tu es DJ, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais du dessin et j'ai même appris que tu faisais tes propres costumes. C'est bien ça? Oui. Alors, tu fais comment? Est-ce que tu dors à un moment donné? Est-ce que il faut quand même se former. Alors, ça dépend des domaines, mais il faut quand même se former un minimum. Comment est-ce que tu arrives à compartimenter tout ça? Ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment uniquement par phase? Il y a un moment donné, tu vas avoir plus envie de faire du dessin ou plus te spécialiser pour parce que la couture, c'est quand même pas simple, quoi. Alors, je fais vraiment la différence pour moi entre ce que je considère comme mon métier, qui est la danse aujourd'hui, et notamment en spécialité, je donne des cours de danse de salsa et de bachata. Donc ça, c'est dans ça, on va dire que je vais mettre une énergie particulière et que je vais avoir une exigence aussi particulière. Et de par ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des formations, essayer de chaque fois m'enrichir davantage, remettre en question beaucoup de choses, etc. Donc voilà. Et ensuite, tout le reste qui fait partie de mon univers, qui fait partie de mon équilibre aussi, mais dans lequel je ne mets pas une exigence aussi haute. D'accord. Et quand on ne met pas une exigence aussi haute, ça veut dire aussi qu'on peut se permettre parfois d'avoir des phases dans lesquelles je pratique plus que certaines choses que d'autres. Par exemple, le dessin, il y a pendant des années, dans des moments, je n'en ai plus fait. Et puis après, j'ai repris. Même si tout à l'heure, je parlais de phases par rapport à la danse, je parlais en termes de ressenti. Il y a des fois, je suis un peu plus salsa dans ma tête, un peu plus bachata, etc. Mais au final, moi, dans mon métier, on ne le ressentira pas au moment même. Voilà, ça c'est ce qui est en interne. Dans mon travail, j'essaie de fournir un travail qui va être assez régulier. Pour donc tout ce qui est extra métier, comment je fais? Je m'intéresse au sujet, j'essaie de me documenter, j'essaie de voir comment font les autres, j'essaie de lire des bouquins, en plus j'aime bien lire, et j'essaye. Et je pense que plus, et d'ailleurs plus j'avance dans la vie et plus c'est une chose qui sonne juste, en tout cas chez moi, c'est le fait de passer à l'action et de pratiquer. J'ai ce besoin de passer à l'action, j'ai ce besoin de ressentir physiquement quelque chose, de concrétiser les choses. Est-ce que c'est une manière pour toi de t'approprier cette chose, justement?
Oui, je pense que c'est une manière de l'approprier. C'est aussi une manière que ça ne reste pas que fantasque, enfin, ouais, et que dans une rêverie, j'aime que ça puisse être palpable, que je puisse me dire oui, ça c'est vrai. Mais et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour le dessin. C'est le fait de prendre ce temps de dessiner, de voir la chose se faire, et tu le vois évoluer petit à petit. Et au début, ça peut paraître pas forcément avoir une belle forme, mais au final, eh ben oui, ça devient quelque chose. On construit quelque chose. C'est vrai que j'aime le fait de pouvoir essayer, pouvoir faire, et aussi pour me faire un propre avis. Oui. D'autres choses qui me sont moins faciles, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends des cours de chant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, mais sur lequel j'ai pas forcément un talent particulier. Enfin, je suis pas douée particulièrement, mais je m'en sors. Mais c'est vrai que le fait d'avoir testé, il y a des choses, chaque art apporte quelque chose de différent, même si au final il y a des liens dans tout. Et ces arts-là, et ces choses, chaque fois que j'apprends de plus, ça ouvre encore une nouvelle porte à de la connaissance des choses, de la connaissance de soi. Voilà. Et pour répondre à ta question, j'ai pas une recette miracle. Même moi, cette recette, franchement, elle varie en fonction des années, en fonction des périodes. C'est-à-dire que parfois, j'ai pu être très organisée, à me dire, je fais ça, j'avais un planning en me disant le matin, il y a ça, après, il y a ça, après, il y a ça. Et après, j'avouerai que je m'aperçois que ma nature profonde n'est pas celle-là. On retourne aux sources, et là C'est pas d'être organisée comme ça du tout. Et ma nature profonde, finalement, c'est d'avoir cette liberté et d'être à l'écoute et de faire en conséquence. Je suis j'organise certaines choses, je fixe des objectifs, et après, il faut que je donne, ou voilà, c'est comme ça. C'est très mobile. Est-ce que tu penses que si par rapport à ton emploi du temps, tu étais obligé de sélectionner par rapport à tout ce que tu fais et d'en éliminer certains, est-ce que ça romprait ton équilibre? Pour mon équilibre d'épanouissement, oui. Oh. J'ai besoin, j'aime toucher un petit peu j'aime toucher à plusieurs choses. C'est vrai que j'aime énormément donner des cours. Mais que donner des cours, je me sentirais sur un certain angle et terme. Pareil, j'aime beaucoup le spectacle, faire de la choré, créer. Mais si je n'avais que ça, là aussi, je ne sais pas si j'aimerais autant la danse, si je n'avais pas le côté de pédagogique, enfin professorat. J'adore animer des soirées, quel que soit, que ce soit dans l'organisation ou dans le fait de mettre de la musique, enfin dans l'animation, ça me plaît beaucoup. Après, si je devais choisir des priorités, je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même la part créativité et donner des cours. C'est un peu comme la partie quand tu danses en solo et en couple aussi, parce que tu fais les deux. Oui. À choisir entre les deux, ça va être compliqué. Enfin, tu n'as pas à choisir en fait. C'est pareil, c'est dur, ouais, c'est dur, c'est difficile. C'est des choses très différentes de danser à deux ou même en groupe. Et de danser seul. Le duo, j'en ai beaucoup fait. J'adore le duo. En plus, j'ai eu j'ai pu, avec Roméo par exemple, quand on s'entraîne, ça se passe très très bien. C'est vrai qu'on a ce cliché des danseurs qui se disputent. Pas tout le temps, on voit les paillettes, mais pas l'envers du décor. Oui, c'est vrai. Mais avec Roméo, pourtant, on est des caractères mais complètement différents, mon Dieu. Je ne sais pas comment ça a pu se faire. Hein. On est au-delà de caractère même oui, on est très différents. Et pourtant, chaque fois qu'on s'entraînait, c'est plaisant. Voilà, on s'amuse, on s'amuse et on reste quand même sérieux et ça c'est sympa. Et voilà, et le travail seul qui est un autre décor où je vais chercher plus profond et où il y a un rapport à moi-même en fait. Voilà, et où il n'y a aucune autre motivation que la sienne. C'est-à-dire que quand on travaille en groupe,
on est quand même emmené par l'élan aussi L'énergie d'énergie du groupe. de chacun. Mm. Des fois, c'est toi qui est en pleine énergie, des fois, c'est l'autre. Et ça forme quelque chose de fort. Voilà, ensemble, on est fort. Et c'est vrai que seul, il y a un autre côté qui est agréable parce qu'on peut aller travailler dans ce qu'on veut et il y a ce rapport avec soi. Mais c'est vrai que dans des moments, c'est pas forcément facile d'être tout le temps en train de travailler seul. Voilà. De se booster, ouais, ça doit Et tout pas à être fait. évident. Sujet totalement différent. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour une femme de faire sa place dans ce milieu-là? Je ne dirais pas que c'est difficile. Il y a la possibilité pour tout le monde dans ce milieu-là de faire sa place. Maintenant, il est vrai qu'il y a paradoxalement à ce qu'on pourrait penser, plus de facilité pour les mecs et pour les hommes. Et je dis paradoxalement parce que c'est vrai qu'on a tendance à allier la danse plus au côté chez les femmes, parce qu'il y a des femmes, il y a beaucoup plus de danseuses en danse de couple qui ont déjà fait de la danse quand elles étaient petites que des hommes qui en ont fait. Voilà. Donc, il y a, mais en fait, dans la réalité, ce que je constate à travers les festivals que j'ai pu faire en voyant les couples de danseurs, je constate que beaucoup de femmes dans les duos sont un peu plus mises dans l'ombre, qui s'expriment moins. Peut-être parce qu'aussi, dans les danses de couple, c'est vrai qu'une des règles, c'est que le cavalier guide et la cavalière doit comprendre la réception de ce guidage. Et du coup, il y a peut-être en premier abord l'explication des hommes qui peut être mise en avant parce que tant qu'il n'y a pas le guidage qui est fait, on ne peut pas parler du reste. Et peut-être qu'à cause de ça, les hommes ont tendance à prendre le dessus. Et les femmes à être plus dans En retrait. En retrait. Cela dit, il y a aussi à voir, est-ce que, moi je me suis déjà posé la question, est-ce que ces danseuses-là ne l'acceptent pas est-ce qu'elles pourraient faire autrement? Toutes ne font pas la même chose, même si c'est quelque chose qui est répandu. Je vais parler en tout cas des danses de couple. Maintenant, je vais parler pour moi, ce que je ressens pour moi. Moi, je ne me suis pas sentie particulièrement freinée. Je me suis sentie avoir de la place. Et en tout cas, en fait, il y a des tendances qui peuvent se marquer, mais après, il y a aussi ce qu'on accepte. Pour moi, c'était important de pouvoir complètement m'exprimer et me faire ma place, en fait. Personne n'a le droit plus que chaque individu de faire sa place. Personne n'a le droit de dire, voilà. Donc, en fait, j'ai naturellement imposé, on peut dire, ma personne. Et si ça ne le fait pas, tant pis. Si, par exemple, dans des moments, il y avait eu... il y aurait eu une confrontation où, et d'ailleurs ça a pu être le cas dans un de mes partenaires, où je sentais que il n'y avait pas cette place qui était donnée à juste titre, je me retire parce que c'est hors de question que quelqu'un pense pouvoir plus et ne pas laisser ce côté équitable. Ça te bride aussi au niveau créativité. Tout à fait. Après, évidemment, et là c'est un sujet qui est assez vaste, comme dans tout dans le monde, il y a évidemment des choses que je perçois qui peuvent être un peu plus inégales entre les hommes et les femmes, et ça se retrouve effectivement dans la danse. Donc d'ailleurs, sur ce sujet, j'ai quelques anecdotes. Par exemple, moi, ça m'est arrivé en festival avec Roméo, que des organisateurs donnent le micro, parce que parfois il n'y a qu'un micro, systématiquement au cavalier, donc à Roméo, et pas à moi. Et en fait, c'est même pas un choix, c'est-à-dire que tu sens que c'est systématique. Et d'ailleurs, et ça, c'est presque un peu illogique, parce que tu te dis, bon, physiologiquement, entre un homme et une femme, l'homme a normalement une voix un peu plus prononcée, porte plus facilement la voix que la fille qui a une voix un peu plus fine et aiguë. Et donc, du coup, c'est vrai que logiquement, on aurait plutôt le donné à la fille s'il n'y a qu'un micro pour cette raison. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Après, heureusement, avec Roméo, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. On a toujours trouvé des compromis. Mais c'est vrai que du coup, il y a déjà cette démarche-là des organisateurs. Et forcément, ça doit impacter sur les couples de danseurs. Oui, il y a d'autres choses aussi. Par exemple,
ça enfin, il y a pas mal de duos des fois qui se séparent, qui arrêtent de travailler ensemble. Et il y a une tendance où les organisateurs rappellent plutôt le cavalier plutôt que la cavalière. Alors après, à se poser la question, est-ce que c'est parce que la cavalière n'a pas trouvé un partenaire pour reproposer des shows l'année d'après? Est-ce que le cavalier a trouvé plus facilement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance de ce style où finalement on rappelle le cavalier. Et ça, après, et encore une chose qui, pour toujours enfin, continuer sur cette idée, ça peut être aussi plus normal parce que, plus facile pour les cavaliers, parce qu'en fait, dans le marché de la danse, il y a beaucoup plus de filles, en fait, qui ont un bon niveau, du fait qu'il y a beaucoup plus de filles qui ont fait de la danse avant, quand elles étaient petites, etc. Donc, elles ont un bagage technique plus important que des cavaliers. Donc, évidemment, il y a des cavaliers avec un excellent niveau, etc. Je ne remets pas ça en cause, mais c'est vrai que proportionnellement, c'est plus facile de trouver une bonne cavalière, donc un cavalier qui cherche une cavalière d'en trouver une, que une cavalière qui s'est séparée de son partenaire et va chercher un cavalier. C'est plus compliqué dans ce sens-là. Après, il y a, que ce soit d'une manière générale par l'éducation ou par la différence physiologique entre les hommes et les femmes, je constate quand même, comment dire, peut-être un caractère pour s'imposer plus important chez les hommes. Par exemple, c'est clairement, par exemple, les festivals, les soirées sont organisées beaucoup plus par les hommes que par les femmes. En fait, il y a très peu de femmes dans le marché. Alors là, après, les hommes, ils y sont pour rien, hein, dans un moment. On peut se dire que les garçons ont peut-être plus ce caractère-là. Est-ce que c'est parce que les filles sont moins intéressées par ces choses-là? Ça n'empêche qu'il y a des femmes, et j'en connais, d'ailleurs même dans la région, qui organisent quand même des événements. Il y a des femmes qui organisent des festivals, mais elles sont très peu nombreuses. Alors, on voit de plus en plus de danseurs hommes qui se mettent au lady styling. Ah! Est-ce que ça te dirait de te mettre au men styling? J'adore. J'ai aucun problème à me sentir plus garçon et avoir des mouvements qui correspondent, on va dire, plus à un côté masculin. D'ailleurs, j'avais fait un show, un de mes premiers shows solo, c'était où je me déguisais, j'avais un masque et où en fait je faisais toute une partie choré très masculine. Et ensuite, je dévoilais que j'étais une fille et après, je partais sur quelque chose de beaucoup plus féminin. Antes de hablar, tú ten cuidado. Oye el tumbao, piribe, tumbao, tutu. Antes de hablar, tú ten cuidado. Oye el tumbao, piribe, tumbao, tutu. Et du coup, alors oui, j'adorerais faire des cours de men styling. Après, je ne sais pas si ça fonctionnerait. C'est plutôt ça. Pourquoi pas? C'est clair. Et surtout, ce qui peut être sympa, c'est qu'au final, c'est intéressant si sur moi ça marche, qui suis une femme. Si j'arrive à générer une manière de bouger masculine, un homme aura beaucoup plus de facilité par ces choses-là. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Écoute, je vais finir avec 3 petites questions rapides. Donc, on a dit tu as fait danse classique, contemporain, jazz. Il y a une danse qui te reste inconnue, que tu aimerais bien découvrir? Alors, quand tu dis inconnue, j'ai... Peut-être une danse swing, je ne sais pas si tu as déjà fait du rock, du lindy. Dans les danses swing, j'aime beaucoup le West Coast. J'aime beaucoup le boogie. J'ai fait du rock. D'accord. Le West Coast et le boogie, oui, sont des danses qui m'attirent. Parce que c'est très différent de l'énergie que je peux retrouver dans le latino, dans les danses de couple latines.
j'en ai pratiqué, donc c'est pas non plus inconnu. Ah, c'est pas inconnu. Mais on va dire que je n'ai pas un ressenti de la danse pure. On va dire que voilà, c'est vraiment évidemment je danse des danses de couple, donc j'ai plus de facilité à faire d'autres, à essayer d'autres danses, mais ça reste, j'ai pas beaucoup de connaissances dans ces danses-là, voilà. Donc c'est vrai que ces danses-là m'attirent, me plaisent beaucoup. Et après, bon, il y a une autre danse que je pratique, que j'adore, c'est le zouk brésilien. Mais qui n'est pas inconnu non plus, mais que c'est vrai que je ne la pratique pas énormément, parce que dans un moment, j'ai plus le temps. Tu m'étonnes. Et que en France, ce n'est pas... Enfin, ça commence à se démocratiser. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai, pas assez pour que ça s'adapte à mon planning. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut que je fasse des choix. Donc voilà, ça, le zouk brésilien, j'adore. J'en ai pas mal pratiqué, mais c'est vrai par moments différents. Est-ce que tu peux nous citer 3 artistes qui t'ont influencé et que tu conseilles d'aller voir, que ça soit aussi bien en salsa, en bachata, en contemporain? Alors, je vais être très nulle pour cette question. D'accord. Déjà, chaque fois, j'oublie tous les prénoms. Alors, je dirais... J'aime beaucoup comme artiste Marie d'Allegria. J'aime beaucoup déjà dans son univers qui elle aussi mélange beaucoup de danses, que ce soit des danses solo et du coup la danse de couple, et a une énergie très forte, une certaine puissance féminine que j'aime beaucoup. Bercy, qui est aussi une femme qui... Elle en impose. Oui, qui en impose et qui a et elle qui a vraiment qui apporte ce lâcher prise, cette décontraction, ce côté très ludique et à la fois tout en ayant un beau bagage technique. En bachata, Marco et Sarah. Marco et Sarah que je trouve très bons tous les deux. Au début que j'approchais pas forcément et finalement que je trouve très très bien dans le sens où ils ont une musicalité top tous les deux, que chacun a sa place, et ils se complètent très très bien. Très beau bagage technique et beaucoup de feeling. Voilà. Mais c'est vrai que chaque fois que je suis attirée par un artiste, c'est quand je trouve qu'il y a à la fois un côté bagage technique, purement danse, même si en tête ne me reviennent pas comme ça les artistes, mais c'est vrai que chaque fois que je suis attirée par un artiste, c'est quand je trouve qu'il y a à la fois un côté bagage technique, purement danse, un univers qui leur sont propres. Une identité en fait. Une identité, oui. Bon, avec quand même une petite expertise dans la musicalité. C'est vrai que j'ai tendance à aimer ceux qui sont particulièrement musicaux. Et quand même, et qui dégagent ce côté qui est la danse, qui est ludique, qui est l'amusement, qui est la liberté corporelle, le fait de s'exprimer et de faire participer les autres. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots tes projets? Alors, je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas révéler forcément, mais en quelques mots. Alors, comme j'ai dit, dans cette période, j'ai beaucoup de choses qui sont en changement. Maintenant, dans mes projets, qui ont déjà d'ailleurs commencé, j'aime beaucoup faire des vidéos de danse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Donc, vidéo de danse, c'est je crée une chorégraphie, donc soit seule, et c'est moi qui la crée toute seule, soit là, on est deux à la créer, et pouvoir faire une mise en scène dans des lieux différents, donc soit qui illustre une histoire, soit juste de la danse, voilà. Et bien sûr, filmer, voir comment ça peut rendre sympa. Tout cet univers-là me plaît beaucoup. J'aimerais peut-être expérimenter des cours différents, justement. Comme je m'intéresse à différentes disciplines, je peux faire, il y a des liens qui peuvent se faire, être au lâcher-prise corporel. Mais ça, c'est du teaser, ça. Je t'avouerai, alors, là, je crois que tu es la première à l'entendre vraiment, enfin, des personnes qui m'entourent au niveau de la danse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, peut-être pas là de suite, mais dans le long terme. Ensuite, j'avais envie de faire des compétitions. Alors cette fois-ci, peut-être seule, parce que pour l'instant, les compétitions, je les ai fait notamment à deux. J'ai fait quelque chose avant le confinement qui m'intéressait. D'ailleurs, je m'entraînais pour. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont remises en question à ce niveau-là. Donc, je vais voir. En tout cas, ce qui me plaît bien dans l'idée de la compétition, voilà, c'est de se challenger, c'est de se pousser, c'est de bouffer de la danse. Overdose. On y va, quoi. Voilà. Et puis,
c'est tout le chemin et l'aboutissement du chemin, donc la compète qui est géniale et qui aboutit à un titre ou pas, peu importe. Voilà, donc je réfléchis beaucoup en ce moment de quoi prioriser, quelle place doit avoir chaque chose. Voilà, donc je suis En train de faire du Tetris, en fait. Oui, et c'est ça. Ok. Bah, écoute, je te remercie encore 1000 fois de bien avoir bien voulu partager ce moment avec moi. Je suis sûre que tout le monde va être content de pouvoir te découvrir un petit peu plus parce que c'est vrai que même pendant les festivals ou pendant les cours, on a une certaine image du prof, mais pas forcément la totalité. Et c'est bien de savoir la somme de travail qu'il y a derrière et l'univers de chacun. Donc, je te remercie beaucoup. Super, merci beaucoup Sandra. À bientôt. Tu crois que la terre t'appartient tout en